crescendo. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de cet aspect, disons, cet effet miroir qu'il peut y avoir de procédés pervers qui ont pu du coup traumatiser les enfants et comment est-ce que ça marche tout ça? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot là-dessus, Ariane, s'il vous plaît? Oui, alors je vais essayer de replanter un petit peu le décor de mon analyse depuis un an sur cette affaire, parce que c'est important de comprendre les ressorts psychologiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a affaire à une idéologie qui s'en va, et c'est dommage que Vincent ait une mauvaise connexion, parce que qui s'en va de plus en plus toujours hors du réel, de plus en plus loin du réel. Et cette idéologie, elle veut absolument que le réel lui corresponde. Et ça, c'est ce qu'on appelle la folie, qu'on appelle la psychose, parce que normalement, dans notre développement infantile, à un moment donné, on doit accepter la réalité telle qu'elle est, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Et ça fait partie des apprentissages de l'enfance. Là, on est parti dans quelque chose de complètement idéologique, avec un objet fétiche qui est le vaccin, le Saint Graal initiatique. Hein, d'ailleurs, des gens, ils vous disent tout fiers qu'ils en sont sortis sains et saufs. Donc, on est vraiment dans un truc complètement fou. Et ce qui se passe, c'est que quand on est dans une idéologie avec des discours pervers, avec des messages contradictoires passés à la population, normalement, gouverner, c'est prévoir. Hein, et là, au dernier moment, tout le temps, c'est des changements, les gens n'arrivent pas à rien prévoir, parce que d'un coup, on ouvre, après on ferme, après on change les règles, après c'est à 6 heures, après c'est à 7 heures, après ça... Voilà. Donc, tout ça, en fait, casse des repères structurants et casse le lien social avec un clivage qui est entre les bons, ceux qui vont obéir sagement au dogme, au dogme du gouvernement, et les autres. Et les autres, en fait, maintenant, c'est une espèce de grande soupe. On appelle ça des complotistes, un terme qui, encore une fois, ne veut rien dire. Hein, donc, et en fait, il y a une menace, enfin, les gens se disputent en permanence sur l'idéologie, et forcément, on ne peut pas raisonner une folie. Hein, donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas discuter ensemble. Et ce qui se passe, et Hannah Arendt l'avait très bien expliqué pour le totalitarisme, c'est que quand on a des procédés comme ça totalitaires de contrainte, qui s'appellent, bien sûr, qui se donnent des jolis noms. Hein. C'est bien sûr pour la santé des gens, qu'on va leur supprimer toute leur liberté. Grâce à des mesures restreignant les libertés, nous allons retrouver nos libertés, donc toujours dans des messages paradoxaux. Ce qui se passe, c'est que ça s'appelle du message paradoxal qui va entraîner aussi des conflits de loyauté. Quand on dit à l'enfant que potentiellement, s'il est potentiellement assassin de sa grand-mère, on crée un conflit de loyauté. Et ce qui se passe, c'est que ce conflit de loyauté fait exploser le psychisme, le met dans quelque chose qui ne peut pas la gérer. Et donc Hannah Arendt, elle avait cette phrase en disant que finalement, le système totalitaire, la seule liberté qu'il laisse, c'est le suicide. Pourquoi il y a une explosion de suicides et de tentatives suicidaires? C'est parce qu'en fait, les gens absorbent la pulsion mortifère qui est là, qui est présente depuis un an dans le champ social, qui est de la division, qui est des messages de mort, en fait, au quotidien, c'est une pulsion mortifère. Les gens intègrent ça et la retournent contre eux, et en particulier les enfants. Et c'est donc très important de savoir que ces repères structurants dont nous avons besoin pour pouvoir nous projeter un minimum dans l'avenir, et pas se dire, si ça se trouve, dans 2 semaines, je serai enfermée, ou je peux voyager, ou encore les contraintes elles ont encore changé, ou le texte, le décret, il a changé, c'est plus le même décret, etc. Donc, tout ça nous empêche, nous crée en fait un présent qui est anxiogène, alors que l'immédiateté de l'enfance, elle doit être au contraire hyper sécurisée pour pouvoir développer son imaginaire, sa sécurité intérieure, et ça passe aussi par les rêves, et ça passe aussi par la tendresse. Et donc, ce qu'on a, nous, une enveloppe psychique, c'est-à-dire quelque chose qui vient nous envelopper pour pouvoir faire face à l'agressivité du monde, et que l'enfant n'a pas du tout, et c'est bien tout l'enjeu de l'enfance, c'est petit à petit de l'acquérir au travers de la relation. Si c'est déjà cassé chez les adultes, comment vont-ils en protéger les enfants? Et donc, on a en fait ce qu'on appelle, face à la violence, on a des mécanismes de défense. Qu'est-ce que c'est les mécanismes de défense? C'est c'était trop violent, je vais soit oublier, soit banaliser. Par exemple, oh, c'est pas si grave. Voilà. Ça, c'est un mécanisme de défense. Et on voit face à la violence générale, qu'elle soit symbolique, qu'elle soit physique, voilà, tous les niveaux moraux, bien sûr, eh bien, il y a un développement des mécanismes de défense. Et ça crée quoi à la fin chez les gens? Ça crée un déficit d'empathie.
Ce qui fait qu'ensuite, pour se protéger eux-mêmes, ils peuvent même en devenir pervers et avoir le désir, par exemple, comme on entend de plus en plus souvent, que celui qui s'est fait vacciner meurt, ou que celui qui ne s'est pas fait vacciner meurt. Enfin, voilà, moi je le vois, je le lis dans les réseaux sociaux et j'hallucine complètement, mais en même temps, donc cette haine qui intervient dans le corps social, il faut bien se dire que les enfants, ils sont aux premières loges. Mais ça n'est pas nouveau, l'attaque sur l'enfance. Déjà, le fait de mettre l'enfance, de la mélanger avec des problématiques d'adultes comme le terrorisme, etc., c'était déjà en soi extrêmement pervers. Donc on a encore descendu l'ascenseur vers les sous-sols des enfers. Voilà. Je vais laisser après la parole à mes collègues, mais grosso modo pour les mécanismes, comment ça marche. C'est assez incroyable de se dire qu'on est en train de vivre ça. C'est incroyable, c'est dur à croire en fait. Et comment en fait cette stratégie des petits pas nous a amené là. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui enfin, je sais qu'il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été effectuées sur le plan légal pour pouvoir du coup résister à cette oppression sociétale qui passe par les enfants. Est-ce que peut-être l'une d'entre vous, peut-être Roxane ou Emmanuel, vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce qui a été tenté jusque-là? Je dis tenté parce que ça n'a vraisemblablement pas abouti. Emmanuel, je te laisse parler, vas-y. Je vais parler surtout de l'action 1 en fait, et puis je vais laisser la parole à Roxane pour l'action 2, qui est plus au courant que moi sur cette action. Donc en fait, l'action 1, voilà, nous avons mené 2 actions au Conseil d'État. L'action 1, c'est surtout les parents avec des documents attestant que le masque a un impact sur leurs enfants. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, ça peut être un impact physiologique, psychique, une pathologie, etc. Donc, en fait, on a eu 11 cas qui ont été remontés, des cas très, très lourds. Par exemple, une petite fille de 6 ans qui a fait une dermatose au niveau de la bouche, qui a dû se nourrir à la paille pendant 15 jours. Un petit garçon qui est tombé dans le mutisme parce qu'on lui a demandé de remettre son masque après chaque bouchée à la cantine. Des ados qui malheureusement ont essayé de faire des tentatives de suicide. Voilà, des cas assez lourds et bien documentés. Malheureusement, le Conseil d'État donc n'a pas souhaité nous audiencer. Donc, il a estimé que malheureusement, ces enfants, en fait, qui souffraient visiblement, ce n'était pas assez conséquent, en fait, pour même leur donner la parole, même donner la parole à leurs parents, ou leur donner même la parole à eux, tout simplement. Et donc, on n'a pas eu d'audience et on a eu un refus, à peu près 5-6 pages, pour nous expliquer que le masque, malheureusement, c'est comme ça. Et qu'on n'a pas le choix et qu'on doit juste se serrer les dents. Voilà. Je vais laisser la parole à Roxane pour l'action 2. C'est assez incroyable en fait. On pense être dans un état de droit, donc on utilise les voies juridiques qui sont à notre disposition. Et ça fait 1 an et demi que les meilleurs avocats, les plus, on va dire, conscients et qualifiés, se lancent sur ces questions-là et se cassent systématiquement les dents face à un mur juridique. C'est assez impressionnant. Roxane ? Ouais, c'est exactement ça en fait. On a l'impression que c'est pas important en fait. Les enfants, c'est balayé d'une main. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de recours. Hein. En fait, nous, en collectif, on en a fait 2 chez Enfance et Liberté, qui regroupent les collectifs unis au national. Mais il y a eu donc le premier dont Emmanuel a parlé, et puis le deuxième on parle de près de 1000 requérants. C'est la plus grosse action collective de l'histoire de France. Voilà. Ça a été balayé avec les mêmes arguments. Là, on parle de droit, c'est-à-dire qu'on est allé retoper en fait Merci, ouais. Enfin, c'est liberté et l'intérêt supérieur de l'enfant. Et vous pouvez vous plugger sur le site, vous verrez. Voilà, donc là, on ne sait plus en fait qui doit aujourd'hui
nous aider à juger tout ça. C'est surtout ça qui est grave, c'est-à-dire que, alors qui en France entend la parole des enfants? Je dirais même pas la parole des parents, je dirais la parole des enfants. Parce qu'on a l'impression que il y a une sorte de D'Omerta. no man's land, en fait, de justice. Ouais, une omerta, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on envoie des communiqués de presse à des médias qui, en temps normal, se jetteraient sur ce genre d'infos. Petit appel aux journalistes mainstream au passage, parce que les médias alternatifs, eux, nous écoutent. Mais les communiqués de presse sortent pas. Et ça, moi, j'ai des amis journalistes qui me disent c'est très bizarre. Très bizarre. Comme si on n'avait pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit de dire ce qui se passe, quoi. On a des enfants qui sont tous les jours déscolarisés, tous les jours il y a des problèmes, mais on ne peut pas en parler. C'est balayé d'un revers en disant c'est comme ça, il y a un virus. En fait, ils ont mis un postulat comme quoi c'est comme ça. On ne sait même pas pourquoi c'est comme ça, hein, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est comme ça puisque les enfants ne sont pas. C'est pas une maladie pédiatrique, quoi. Les enfants représentent une infime part dans toute cette histoire de contamination, etc. Donc, si tant est qu'on puisse penser que ça servirait à quelque chose, tout ça, les enfants ne doivent pas être concernés. Effectivement, vous voulez que je vous prenne juste deux exemples qui sont les miens. Je vous en prends juste deux. Donc, alors, moi, mon fils, d'ailleurs, ça m'a poussé à faire un film dont on parlera plus tard. Moi, mon fils, dans son école, eh ben, il avait 3 jetons par jour pour respirer dans sa classe. C'est sa maîtresse qui a pris cette initiative, c'est pas le grec qui prévoit ça. Sa maîtresse a décidé que les enfants demandaient trop à sortir, respirer. Donc elle a décidé de créer un système de jetons. Ils ont 3 petits jetons, voilà, par jour. Et chaque jeton leur donne le droit soit à une pause pipi, qui en soi est déjà un bol d'air pour elle, soit à une pause air, c'est-à-dire qu'ils sortent juste devant la classe, ils baissent le masque et ils respirent 10 secondes, ils remettent leur masque et ils reviennent. Et ils s'assoient. Et donc chaque enfant en a 3. Donc en fait, on est en train d'expliquer aux enfants qu'un bol d'air se monnaie contre quelque chose. Et quand on en a parlé avec la maîtresse, donc elle nous a dit oui, mais vous comprenez, ils demandaient trop à respirer. C'est une véritable expérience de Milgram, en fait, grandeur nature qu'on est en train de faire vivre à nos enfants. Et plus ça avance, plus ça continue, plus on a l'impression qu'on va de plus en plus loin. Et c'est ce stop, en fait, qu'on n'arrive pas à faire parce que j'ai l'impression que certains parents acquiescent, en fait, à tout ça. Et en fait, on va continuer justement sur cette dimension de la paranoïa que peuvent avoir certains parents ou des enfants que vous nous évoquiez à l'instant, avec peut-être Ariane qui peut nous donner un éclairage à ce sujet. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement des mécanismes très compliqués. La paranoïa, elle est liée plus au délire collectif insufflé sur... alors, j'ai un retour de micro, je ne sais pas... voilà. Qui est insufflé, en fait, cette fameuse idéologie qui est complètement déconnectée du réel et qui est de plus en plus déconnectée du réel. Et on voit bien le réel de l'expérience, c'est quoi? C'est que, oui, bien sûr, il y a eu une épidémie, il y a une épidémie, mais on voit aussi que le réel de l'expérience, c'est des gens qui perdent leur travail, le réel de l'expérience, c'est des gens qui n'ont plus à manger, le réel de l'expérience, c'est des gens qui n'arrivent plus à payer leurs factures, le réel de l'expérience, c'est des enfants qui ont souffert d'un déficit d'instruction, qui sont mis devant des écrans et qui sont en souffrance à l'école et avec des pratiques de plus en plus violentes au niveau des échanges, etc., etc. Donc le réel de l'expérience, il est complexe et on lui offre une réponse simple avec l'idéologie. Et on veut faire coller cette idéologie. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un délire collectif qui opère à la contagion. Et à un moment donné, ce qui faisait barrage dans un monde sensé où le réel existait, c'est-à-dire la loi, ne fera plus barrage. C'est-à-dire que dans le système paranoïaque, qui est la pathologie du système totalitaire, la loi, c'est lui. Ce n'est plus ce qui fait tiers entre les individus pour les protéger,
c'est l'instrument qui est utilisé par le pouvoir pour exposer et persécuter les individus. C'est très différent. C'est très différent. Donc voilà pourquoi, à mon avis, toutes les décisions, enfin tous les recours, mais il faut les faire, c'est important. Mais c'est mon explication à ça. Dans le délire totalitaire, il est demandé une logique sacrificielle aux gens, c'est-à-dire de se sacrifier pour un idéal tyrannique. C'est-à-dire l'idéal de la santé pour tous, ou, voilà, ou la liberté retrouvée, ce que vous voulez, qui ne sera évidemment pas du tout mis en place dans le réel, hein. Puisque la santé pour tous, on a bien vu qu'on empêchait les gens d'être soignés, donc c'était déjà pas tout à fait au programme. Et la liberté pour tous, ça sera pour chacun, quelques-uns éventuellement, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe au niveau de la violence dans les liens brisés, les traumatismes infliger à la population, cette incertitude permanente, ces passages à l'acte du pouvoir, hein, c'est-à-dire avec des jolis mots, on vous confine, non, en fait, on vous séquestre et on vous empêche d'avoir vos libertés fondamentales, eh bien, tous ces mots qui sont mis de travers, etc., ça bouleverse tout un champ de représentation. Et ça fait que la violence, il n'y en a pas 36 solutions. Quand on subit un traumatisme, la violence, soit on la retourne contre soi, ce qu'on appelle une introjection, soit donc passage suicidaire, passage à l'acte suicidaire, autodestruction, pratique, comment dire, addictive, etc. Soit on va l'expulser sur les autres. Il n'y a pas 36 solutions avec la violence, c'est pas quelque chose qui s'évapore. C'est quelque chose qui doit être transformé, élaboré dans un contexte serein. Et sinon, ça sera passage à l'acte sur passage à l'acte. Et c'est ce qu'on voit arriver. Et c'est hyper tragique. Je veux dire aux gens qui nous écoutent, ne pensez pas que ça va s'améliorer là. Je suis désolée de mettre le pied dans le plat, mais je crois qu'il faut être absolument très lucide sur un problème pour le diagnostiquer correctement et pouvoir en sortir. À partir du moment où l'idéologie elle est partie dans le train à toute vitesse, la seule chose qui va l'arrêter, c'est l'expérience douloureuse de la souffrance dans le réel qui va faire en sorte que les masses c'est à cause des masses qu'on appelle les masses, c'est hors catégorie de classe, c'est-à-dire une grande partie de la population qui est prise dans le délire par les manipulations qu'elle subit, eh bien il va falloir qu'elle vive dans sa chair des choses douloureuses pour ouvrir les yeux. C'est un peu comme dans les sectes, si vous voulez. C'est au bout d'un moment, il s'est passé un truc super grave dans la secte et là on se rend compte que il y avait un petit problème quand même dans le discours. Voilà, et malheureusement, je le vois comme ça. Parce qu'il n'y a pas de contre-exemple à l'embarquement quand l'idéologie veut imposer son récit, sa narration délirante au réel, au mépris de toutes les souffrances qui existent. Donc, ce qui est par contre très important de faire, c'est ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire de pouvoir parler, de pouvoir réhumaniser les choses dans la parole, de pouvoir nommer correctement ce qui se passe en se dessaisissant du langage de la nouvelle langue qu'on nous impose pour nommer des choses qui sont... c'est pas un pass sanitaire, c'est un pass discriminatoire. C'est ça qui est la réalité, ça n'a aucun rapport avec la santé. Mais à partir du moment où on met des mots comme ça, très jolis, on modifie le réel et on modifie les représentations du réel. Et ça, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Donc nous, il faut déjà qu'on se réemploie à bien nommer les choses et à témoigner de la souffrance vécue, de la subjectivité des gens, et en particulier des enfants qui, le terme enfant, ça veut dire qu'il n'a pas la parole, mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité, en fait. Et justement, c'est au fur et à mesure qu'il va acquérir la capacité de nommer ses représentations, et c'est tout un long processus. Donc, on ne peut pas considérer que parce qu'ils se taisent, les enfants, ça va bien. C'est même le contraire. Hein. Donc, il vaut mieux un enfant bruyant et virulent et qu'un enfant tout sage qui se tait. On en voit beaucoup cette année. Et moi, c'est ce dont témoignent les parents. Vous avez évoqué, Ariane, le mutisme de certains enfants, donc ils s'habituent finalement pour résister, pour disons, survivre. Mais il y a des gens qui trouvent véritablement ça normal, voire même qui l'encouragent. Est-ce qu'on pourrait dire un mot sur ça, avant peut-être de parler des psychologues, effectivement, et de vous, votre rapport à je dirais, cette guerre psychologique? Moi, ou quelqu'un d'autre sur moi, si me donne la parole, moi je parle. Allez-y, Ariane. En fait, ce qu'il faut considérer, c'est que
ce délire, cette idéologie, cette nouvelle normalité qu'on nous présente, c'est-à-dire changement de paradigme sur l'être humain, etc. J'ai encore un retour de micro. Voilà. En fait, s'opère par des méthodes de harcèlement sur les populations qui consistent très clairement des méthodes de torture mentale, de messages contradictoires et on envoie un grand traumatisme et puis on va pas compter comme ça, on va dire que c'est pour votre bien et puis après on va relâcher la pression et puis après on vous dit que non, tout va aller bien, etc. Puis après on renvoie et on se redonne un message contradictoire. Tout ça sont des méthodes qui font que dans la majorité des psychismes qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas les compétences et qui sont déjà fragilisés par une économie fragilisée, par des sociétés de plus en plus fragilisées au niveau du lien social, en fait n'ont pas les moyens de lutter face à la propagande de masse qui passe en plus par les masses médias. C'est le boulot d'envoyer la propagande de masse. Et donc, en fait, se font rapidement avaler et de peur de se rendre compte que finalement, nos dirigeants qui devraient être de bons parents, bienveillants, sont en réalité extrêmement malveillants, extrêmement mal intentionnés envers nous, n'ont absolument rien à faire de nos souffrances. Eh bien, ça c'est une représentation compliquée, difficilement supportable. Donc, les gens préfèrent à un moment donné rentrer, et puis il y a aussi la question du conformisme, c'est quand même beaucoup plus facile de rentrer dans le moule que de s'opposer. On connaît tous, j'imagine ici, le prix de notre individualité qui à un moment donné s'oppose à quelque chose de trop dogmatique. C'est un prix qui est très cher à payer, et en fait, je pense que les gens n'ont pas tous la possibilité ou la capacité de subir aussi cette violence. Donc, il est plus facile de rentrer dans... voilà, c'est plus facile. Et puis, parfois, c'est aussi un signe de vulnérabilité psychique. Voilà. Donc, ça explique... Et en fait, c'est une rentrée dans le délire. Et la rentrée dans le délire, elle se fait essentiellement par le langage. Par les modifications de langage, à partir du moment où on a accepté quelque chose. Et je voudrais rajouter quelque chose de très important, que m'a rappelé Amandine, c'est que pour que l'idéologie fonctionne, et c'était pareil dans toutes les idéologies totalitaires du XXe siècle, il faut que le secret des origines, ce que notre psychanalyste Rakamé appelait le secret des origines, et c'est dommage que vous ne soyez pas là pour ça, soit camouflé. C'est-à-dire, quand est-ce que ça a commencé? Pourquoi on nomme ça une pandémie? Qui a décidé du confinement? Sur quelle base? Tout ça, est-ce qu'il y a vraiment un danger réel sur l'ensemble de l'espèce humaine? Tout ça, c'est camouflé et ce sont des questions qu'on n'a pas le droit de poser, qui sont blasphématoires. Parce qu'évidemment, les réponses, elles seraient très intéressantes. Et c'est ce fameux secret des origines, qui est un secret pervers, qu'on n'a pas le droit d'interroger, qui verrouille le psychisme de la majorité des gens dans le narratif dominant.